Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Le monde hérité de la Deuxième Guerre mondiale est ainsi en train de se fissurer. Organisé autour de ce système de grands compromis entre la gauche et la droite social-démocrate et la droite bourgeoise, autour de l'État libéral et providentiel, tout ce système est remis en cause par les révolutions à la fois sociales et culturelles des années 60 et 70. Ce système qui avait été aussi protégé par le parapluie nucléaire américain dans le cadre de la guerre froide, est aussi remise en cause par cette nouvelle lecture de l'État et du politique. Dans les années 70, le paysage politique et social va ainsi considérablement se renouveler, avec en particulier l'émergence de nouvelles forces politiques en Allemagne, mais aussi fortement en Suisse. Ce sera le futur Parti des Verts, ce mouvement écologiste qui puise dans nombre de revendications qui ont émergé dans le cadre de la révolution, entre guillemets, des années 60. Le rôle de la femme dans la société est rediscuté. Ils vont être l'un des vecteurs de ce débat sur la nouvelle position que doit adopter la femme au sein de la société, le rôle évidemment de l'écologie, le rôle de la croissance, le rapport Meadows au début des années 70. Est-ce qu'il faut continuer à vivre le capitalisme tel qu'il s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale, ou faut-il le corriger, voire le remettre totalement en cause ? Donc d'un côté, il y a tous ces grands débats qui vont colorer toutes les années 70 et dont les Verts seront parmi les principaux héritiers. Mais à droite aussi, les choses bougent, évidemment, avec le traumatisme du nazisme et du fascisme. Tout ce qui touche une droite néoconservatrice est largement refoulé. Il n'empêche que des revendications émergent de ce côté autour d'une prétendue surpopulation étrangère. Une droite xénophobe s'organise autour de l'Action nationale, puis du Parti des Républicains de Schwarzenbach. Plusieurs votations vont égrener ces revendications nationalistes qui seront toutes rejetées, mais des fois avec des scores très serrés. Donc le paysage politique est en train d'éclater avec une nouvelle droite qui monte de plus en plus xénophobe et tout un paysage au centre et à gauche en mutation complète. Avec à la clé un changement de fonction pour l'État. L'État, dans une dimension dite autoritaire, avait été largement contesté dans les années 70, mais c'est aussi vers lui que l'on va de plus se tourner pour mettre en œuvre les politiques nouvelles que la population estime nécessaire d'entreprendre. Dans le domaine de l'écologie, je l'ai dit, avec l'aménagement du territoire, qui reçoit désormais des législations de type fédéral, avec la défense de l'environnement, la défense de la nature, le rôle de l'égalité aussi est interrogé et débouche sur de nouvelles réglementations. C'est également le rôle de la nation, évidemment, dans cet incubateur à idées nouvelles que furent les années 70, le rôle de la nation, évidemment, hérité d'après une certaine gauche de l'après-guerre ou de la guerre, doit être rediscuté, voire contesté. C'est l'armée, souvent l'étendard symbolique de l'idée de nation, qui est mise en doute. L'armée suisse, qui était considérée comme une sorte de rassembleur des cultures helvétiques, eh bien, est mis au banc des accusés. Ça débouchera sur une initiative populaire en 1989 où le principe de l'armée sera confirmé, pas par la population, mais les promoteurs de l'abolition de l'armée obtiendront un score assez important qui obligera l'armée, elle aussi, à se réorganiser. C'est donc tout un contexte général qui est remis en cause, qui est rediscuté et qui débouche sur bien des principes qui orientent aujourd'hui encore la politique en Suisse.
parce qu'en réalité, tous les partis seront imbibés des idées dites 68ardes. Cette idée de liberté va se répandre dans tous les corps, dans tous les secteurs de la société et dans tous les partis politiques. Tous les partis politiques vont redéfinir cette fameuse notion de liberté à l'aune, à la lumière en tous les cas, des années 60. Et c'est ce qui va se passer dans les années 80, alors que l'on constate que l'État, cet État libéral et providentiel créé au lendemain de la guerre et qui ne cesse d'enfler au gré des nouvelles missions qu'on lui confie, eh bien, est en train d'étouffer, en tout cas est en train de vivre des situations financières de plus en plus difficiles. Et autant les années 70 ont été marquées par cette liberté qu'on pourrait qualifier de libertaire, plutôt marquée à gauche, les années 80 vont mettre en avant une autre vision de la liberté, plus marquée sous le sceau de l'économie et d'une réforme du capitalisme qui elle-même devrait influencer une réforme de l'État. C'est ce qu'on appellera l'ère néolibérale, ou parfois ultralibérale, cette façon de revisiter la liberté, non seulement dans sa dimension sociale et politique, mais également dans sa dimension économique, avec en arrière-fond cette réalité aussi, un État providentiel surchargé de missions et qui n'arrive plus forcément à les assumer et qui coûte surtout de plus en plus cher, d'où de nouvelles idées sur la fiscalité, sur la liberté qui doit être laissée aux entreprises et sur l'organisation de la liberté des échanges économiques qui là aussi vont déboucher sur d'importantes réformes. Et donc ces deux débats qui se font face, une liberté sociale, politique, sexuelle, liée à l'environnement plutôt marquée à gauche et une liberté qui doit permettre de repenser non pas de contester en soi l'idée de l'État, mais de repenser le fonctionnement de l'État dont les partis de droite vont largement s'inspirer, avec pour l'instant mis de côté ces idées néo-nationalistes, mais qui reviendront par la suite sur le devant de la scène. Surtout qu'en 1989 survient un élément majeur qui va là aussi faire exploser le paysage social et politique, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique. Tous les cadres, toutes les balises qui quadrillaient le paysage mental, politique et social de l'après-guerre s'effondrent. Il faut tout repenser, tout réimaginer. Bien sûr, cette fin de l'Union soviétique, la fin du communisme politique tel que mis en œuvre par l'URSS est aussi due par cette coalition des libertés, si on peut l'appeler ainsi, cette liberté, ce libéralisme de gauche, entre guillemets, et ce libéralisme de droite plus marqué par l'économie. Cet essor de cette nouvelle vision des libertés a évidemment contribué à modifier l'état d'esprit des populations du bloc soviétique et à accélérer la fin de l'Empire soviétique. Mais les conséquences seront nombreuses et en Suisse, elles vont se dérouler sur un arrière-fond de crise. Alors que l'Europe continue son agrégation politique, la Suisse traverse une crise économique sérieuse qui va l'accompagner durant toute la décennie qui suit la chute du mur de Berlin, la décennie 90. Comment faire face à cette crise économique alors que l'Europe, elle, flambe et va devenir bientôt Union européenne? Pour la Suisse, le problème se double d'une crise qu'on pourrait qualifier de morale. De nombreuses questions émergent dans cette fin de la guerre froide, la fin d'un monde. En 1991, on s'apprête à célébrer le 700e anniversaire de la Confédération et les questions surgissent, en lien aussi avec le rôle de la Suisse durant la guerre. Qu'est-ce que la Suisse en réalité? Est-ce que la Suisse mérite de vivre, en quelque sorte? Puis en 1992, c'est la question européenne. Pour les uns, la Suisse doit entrer ou se rapprocher considérablement de l'Europe, ne serait-ce que pour sauver sa situation économique, pour survivre, en quelque sorte. Pour d'autres, au contraire, l'adhésion souhaitée par ces gens de la Suisse à l'Union européenne en gestation n'est pas du tout du ressort de l'économie, c'est au contraire une sorte de légitimation. La Suisse se sauverait moralement, en quelque sorte, en entrant dans l'Europe.
C'est un vaste débat existentiel, profond pour la Suisse. Et encore une troisième crise morale va survenir dans les années 1995 à peu près, avec les archives, alors que les archives s'ouvrent sur le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'affaire des fonds juifs en déshérence. Est-ce que la Suisse a trahi ses valeurs morales durant la guerre et quel en est le prix à payer aujourd'hui? Donc sur cet arrière-fond, quelle réflexion doit être faite? Et on sait que la Suisse va refuser de franchir le pas européen. Un grand débat qui verra l'émergence de l'UDC, l'ancien parti agrarien devenu à la fois adhérent d'un néolibéralisme profond et d'une reformulation du rôle de l'État avec un nationalisme néoconservateur comme substrat philosophique. En même temps, la Suisse va devoir se réformer à cause de la crise économique. Alors quel axe emprunter avec toutes ces questions à la fois économiques et morales qui se posent? La Suisse refuse d'entrer dans l'espace économique européen, qui avait été considéré comme une sorte d'antichambre d'une adhésion à l'Europe politique. La voie bilatérale sera ainsi privilégiée, des négociations qui seront fructueuses pour la Suisse, mais qui obligent aussi la Suisse à se réorganiser, à se réinventer, à réfléchir le rôle de ses services publics, à voir dans quelle mesure l'État doit s'engager ou non, voire même se retirer de certaines activités. Sur le plan politique, c'est donc une reconfiguration, avec à droite cette émergence d'une droite néoconservatrice à tendance parfois populiste qui va déstabiliser le camp droite. Le centre, qui était incarné jusqu'à maintenant en quelque sorte par les radicaux et par les catholiques conservateurs, va s'éroder considérablement, voire parfois s'effondrer. Mais la gauche aussi est agitée, car à partir des années 70, avec ces nouvelles gauches qui étaient apparues, le bloc social-démocrate est lui aussi tombé en difficulté. Et la chute du communisme en 1989 va toucher profondément les fondements philosophiques de la gauche. Même la social-démocratie est concernée et va en payer le prix électoral. Alors même que les Verts, eux, vont peu à peu progresser, s'installer dans les législatifs, s'installer également peu à peu dans les exécutifs des villes, puis des cantons. Et des Verts qui vont bientôt être parfois une menace pour le Parti socialiste. C'est donc un redécoupage complet du cadre politique qui est le nôtre aujourd'hui, avec une gauche scindée en deux blocs, PS et les Verts, de plus en plus puissants, avec une extrême gauche plus ou moins ralliée aux Verts par ailleurs, et à droite, un centre-droite qui ne cesse de se fragmenter, toujours avec les radicaux qui ne diront pas s'allier avec les libéraux pour devenir le Parti libéral radical, des catholiques conservateurs en recherche d'identité, alors que la société, évidemment, des années 60 et 70 se sécularise de plus en plus et perd de plus en plus ses attaches avec le climat religieux qui, lui, s'érode. Donc, le catholique conservateur, devenu le parti PDC, là aussi est de plus en plus en difficulté. De nouveaux partis au centre émergent, une dissidence de l'UDC, puis des Verts libéraux. Et c'est le paysage politique que l'on connaît, avec les voix qui sinuent d'un bloc à l'autre, tout en constituant, en renforçant même, pour finir, l'équilibre helvétique, avec aussi des conséquences pour le Conseil fédéral, où la tradition voulait que quasiment un conseiller fédéral ne quittait son poste que par démission ou par la mort. Cette règle avait été mise en exception dans de très rares situations. Là, de plus en plus, une contestation apparaît. La formule de magie, comme on l'appelait, de 1959 est-elle encore valable? Et il y aura des remaniements qui se feront. Les catholiques conservateurs, devenus PDC, donc un parti vraiment franchement centriste, aujourd'hui s'appelle le Centre, vont perdre un siège au détriment de l'UDC, qui va ainsi récolter le prix de ses succès électoraux sous l'égide de Christophe Blocher, qui avait été à la fois le financier et le penseur politique de cette droite néo-conservatrice. Et aujourd'hui, on arrive à cette situation avec deux PLR, deux socialistes, deux UDC et un du centre. C'est une formule qui a montré aussi à la fois qu'elle n'était pas éternelle, que le système inventé en 1959 pouvait être revisité, et puis c'est une formule qui sait s'adapter aussi à l'évolution des courants politiques. On entre ainsi dans le XXIe siècle sur un arrière-fond également d'une grande mutation économique et surtout technologique. Avec ce grand courant néolibéral né dans les années 1980, je l'ai dit tout à l'heure,
tout le système des échanges économiques, des relations internationales a été reconsidéré, réinventé, et c'est ce qu'on appelle la mondialisation. On a vu aussi que cette idée de mondialisation n'est pas nouvelle en soi, elle était déjà à l'œuvre à la fin du XIXe siècle, mais c'est une nouvelle forme de mondialisation qui s'instaure. Tous les pays désormais participent au grand courant des échanges économiques, et surtout cette mondialisation économique est sous-tendue par une forme de mondialisation technologique avec l'essor de l'informatique et du numérique qui bouleverse totalement les modes de production, les modes de consommation également. Mais c'est aussi une période d'un nouvel essor économique qui est géré dans le monde avec ces adaptations des forces politiques. C'est les troisièmes voies de Blair, Schröder et Clinton. C'est donc cette droite qui essaie de se réinventer, être un courant nationaliste de plus en plus fort et sur un État qui va s'adapter au courant néolibéral, enfin de vastes tendances qui seraient trop compliquées ici d'analyser en détail. Mais il y a une forme d'euphorie qui s'installe, portée par l'essor des échanges économiques et l'essor du numérique. On croit à une nouvelle ère de croissance éternelle venue, mais évidemment, à chaque fois dans l'histoire que l'on croit que le bonheur est advenu, c'est là que les problèmes surviennent. Les premiers sous la forme d'un retour du religieux, pas au sein des religions occidentales, mais par le biais de l'islam. Ce sont en 2001 les attentats contre les tours jumelles à New York et l'arrivée sur la scène politique d'un islamisme de plus en plus radical, mais qui réapprend aussi à l'Occident, sécularisé de façon très forte, très puissante à partir des années 70, que le religieux ne peut pas être exclu d'une conception globale de la politique. Et puis surtout, pour l'Occident et le monde marqué par ce capitalisme stimulé par la mondialisation des échanges et le numérique, il y a la crise fondamentale de 2007-2008, dite des subprimes, née aux États-Unis, qui va causer un traumatisme profond dans lequel nous vivons encore aujourd'hui d'ailleurs. Cette crise va signifier en quelque sorte, et alors même que les mouvements hostiles à ce système-là n'ont jamais disparu de la scène. L'extrême gauche, certes marginalisée à partir des années 2000, ne cesse de vivre des grandes manifestations. D'ailleurs, anti-système économique surgissent. On se souvient de Gênes, de Seattle. Mais la crise 2007-2008 marque une forme d'échec de cette forme de néolibéralisme teinté d'une sorte de libéralisme social inspiré des années 60 et d'un État qu'il s'agit de tenir sous contrôle. Donc des nouvelles questions vont advenir, surtout que la crise écologique prend de plus en plus d'ampleur, que l'écologie se politise encore plus via des mouvements sociaux qui se substituent souvent aux forces politiques. Et c'est cet arrière-fond qui constitue désormais notre scène politique, aggravée ensuite, en plus par l'arrivée de la pandémie, qui contribue à reposer la question du rôle de l'État. Est-ce que l'État doit être à nouveau renforcé pour pouvoir répondre aux crises, telles que l'ont montré les crises 2007-2008 et telles que le montre la pandémie, considérée parfois comme un symptôme de cette crise de la mondialisation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.